Comment faire pour traiter et guérir papillome inverted? Cancer nasal. Cancer nasal est tout cancer qui se produit dans le nez, soit dans le vestibule nasal, l'intérieur immédiat du nez, juste au-delà des narines, ou la cavité nasale, l'intérieur profond du nez. De nombreux types différents de cancer peuvent se produire à l'intérieur du nez, et du type de traitement et le risque de durcissement varieront en fonction du type de cancer qui se développe. Cancers du nez sont très rares, ce qui représente moins de 2% de toutes les tumeurs de l'appareil respiratoire aux États-Unis. Moins de 50 cas par an sont diagnostiqués aux États-Unis. Bien que le carcinome épidermoïde est le type le plus commun de cancer qui se produit dans le nez, de nombreux autres types peuvent également se produire, y compris l'adénocarcinome, le mélanome, les différents types de sarcome, papillome inversé, le lymphome, et esthesioneuroblastome. Les carcinomes épidermoïdes proviennent de tissus de la peau. Ils sont le type le plus commun et sont souvent le résultat soit le tabagisme ou l'exposition professionnelle à des poussières ou émanations chimiques. Les adénocarcinomes sont des tumeurs malignes qui ressemblent à du tissu glandulaire. Adénocarcinomes nasaux sont souvent associés à une exposition professionnelle aux poussières ou de vapeurs chimiques. Lymphomes à cellules T, non hodgkinien, dans la région nasale sont fortement associés à un virus d'Epstein-Barr, EB. Bien que nasal lymphomes T sont assez fréquents dans certaines parties du monde, ils sont très rares aux États-Unis. Papillomes inversés sont associés à un autre virus du papillome humain, HPV, et proviennent de polypes nasaux bénins mais localement invasives. Ils sont rares, comprenant seulement environ 0,5% de toutes les tumeurs nasales. Bien qu'une association définie par le VPH a été démontrée, une tumeur peut nécessiter une interaction du virus avec des produits chimiques ou d'autres facteurs, qui semblent provoquer la transformation du papillome inversé dans le carcinome épidermoïde dans le nez. Esthesioneuroblastome est une tumeur nasale très rare, avec moins de 200 cas signalés au cours des 25 dernières années. Ils sont des tumeurs qui se posent dans les nerfs dans le nez, et se sont produits le plus fréquemment chez les adolescents et les personnes âgées. Démographie. Bien que le risque global de cancer du nez est assez faible, puisque ce type de cancer est très rare, les risques relatifs à certains groupes spécifiques sont assez élevés. Aux États-Unis, les cancers du nez sont rares. Il n'y a pas de différence raciale significative de l'incidence. Les hommes éprouvent tous les types de cancers du nez significativement plus nombreux que les femmes, probablement en raison d'une exposition plus professionnelle à des agents qui peuvent causer ces types de cancers. La plupart des cancers nasals surviennent chez des personnes de plus de 40, bien que le esthesioneuroblastome rare a eu lieu dans des pourcentages relativement élevés chez les adolescents. Causes et symptômes. Tous les cancers sont provoqués lors d'une mutation génétique est effectuée dans un gène qui est impliqué dans le contrôle de la division cellulaire. Cette erreur peut se produire naturellement, peut être héréditaire, ou elle peut être causée par un virus, par la lumière du soleil ou un autre rayonnement, ou par un produit chimique qu'une personne est exposée à, généralement par le biais de manger, de boire ou respirer. Pour les cancers du nez, tous ces facteurs ont été montrés à jouer un rôle. L'utilisation des produits du tabac a été fortement associée à l'apparition d'adénocarcinomes nasaux et les carcinomes épidermoïdes. Exposition professionnelle chronique pour le cuir, la laine, ou de la poussière de bois ou de mélange de produits chimiques, en particulier le nickel, le dioxane, nitrosamine, le chrome utilisé dans la fabrication de colorants, le gaz moutarde, l'alcool à friction, ou le formaldéhyde, ont une association démontrée avec adénocarcinomes nasaux et les carcinomes épidermoïdes, ainsi. Certains lymphomes des cellules T nasales rares ont été montrés pour être très fortement associés à un virus Epstein-Barr, EB. Certaines tumeurs malignes nasales, environ 5%, commencent comme papillome inversé, une tumeur localement agressive qui n'habituellement métastase pas, mais qui peut tourner malin. Ils sont également censés être causés par un virus, bien qu'un autre, le virus du papillome humain, VPH. Certains cancers nasaux ont une forte composante héréditaire. Les personnes ayant des altérations génétiques qui causent le rétinoblastome héréditaire ont une incidence beaucoup plus élevée de cancers nasaux que la moyenne.
ce qui indique que la modification génétique qui a provoqué leur maladie d'origine peut également contribuer à un cancer nasal. Les personnes atteintes de cancer du nez peuvent penser qu'ils ont un rhume ou chroniques infections des sinus. Ils peuvent ressentir un sentiment d'étouffement ou de blocage dans le nez, écoulement nasal persistant, ou saignement de nez fréquent. D'autres symptômes peuvent se produire si la tumeur a envahi d'autres tissus autour du nez, en particulier l'orbite de l'œil ou de la base du crâne. D'autres symptômes qui peuvent survenir comprennent vision double, bombement de l'œil, une bosse sur le visage ou autour de l'œil, déchaussement des dents, maux de tête fréquents. Dans les stades avancés, les patients atteints de cancers nasaux peuvent souffrir de fatigue, perte de poids, le manque d'appétit, anorexie, et de la fièvre. Diagnostic. Lorsque les symptômes autrement inexplicables conduisent un médecin à soupçonner que le patient peut avoir le cancer du nez, souvent il ou elle prendra les dispositions nécessaires pour l'examen endoscopique de la cavité nasale, et éventuellement les sinus, afin de voir s'il y a une tumeur. Le diagnostic d'ophinite nécessite une biopsie, dans lequel est découpé un petit morceau de la tumeur et examiné pour voir quel type de cellules qu'il contient. Après un cancer du nez est diagnostiqué, selon le type de cancer, de nombreux médecins vont demander aux patients d'avoir une radiographie, tomodensitométrie, TDM, ou l'imagerie par résonance magnétique, IRM. Ces techniques de visualiser la tumeur et montrent le médecin combien la tumeur a envahi les tissus environnants. Parce que le traitement pour le cancer du nez, ainsi que le cancer du sinus paranasal, implique une intervention chirurgicale dans un petit espace complexe qui nécessite que le chirurgien de fixer des limites chirurgicales très précises. Et parce que la plupart des cancers nasaux sont avancés au moment où un patient voit un médecin, il est très important que le médecin d'évaluer la tumeur à fond avant de la planification du traitement. Si la tumeur semble avoir envahi d'autres tissus, souvent un médecin programmera une exploration chirurgicale de la tumeur afin de mieux évaluer le cancer, dans le but de construire le meilleur plan de traitement possible. Il arrive, en outre, l'exploration chirurgicale est nécessaire pour déterminer si la position et l'invasion de la tumeur dans les tissus environnants rend l'ablation chirurgicale de la tumeur impossible. Équipe de traitement. Comme la compréhension du cancer se développe et de nouvelles approches de traitement sont mises au point, la complexité du traitement du cancer augmente également. Aujourd'hui, une approche multidisciplinaire pour le traitement du cancer est jugée nécessaire pour des soins efficaces aux patients. Les personnes impliquées dans le traitement d'un cancer du nez comprend habituellement le médecin traitant, un ORL, un oncologue médical, un pathologiste, et une infirmière. Si la radiothérapie est poursuivie, un radio-oncologue, radiothérapeute, infirmière de rayonnement, physicien de rayonnement, et un dosimétriste seront également impliqués. Le traitement comprendra aussi probablement un psychologue, nutritionniste, travailleur social et aumônier. Pour les cancers du nez, un reconstructif ou chirurgien plastique peut être nécessaire pour obtenir des résultats esthétiques optimaux après ablation d'une tumeur nasale. Si l'ablation chirurgicale de l'œil est nécessaire, les spécialistes en remplacement de la prothèse oculaire seront nécessaires aussi bien. Clinique mise en scène, les traitements et le pronostic. Lorsqu'un cancer se développe, la tumeur d'origine peut se propager, le plus souvent dans le système sanguin ou lymphatique, d'autres parties du corps. Étant donné que le cancer se propage à travers le système lymphatique, souvent, les ganglions lymphatiques dans la zone de la tumeur primitive sont les premiers autres sites où les cellules cancéreuses peuvent être trouvées. D'autres lieux communs que la maladie métastatique peut apparaître sont les poumons, le foie et les os. L'un des objectifs les plus importants de l'évaluation d'un médecin d'un patient atteint de cancer est de déterminer dans quelle mesure le cancer a déjà propagé et comment elle est susceptible de se propager plus loin, qui sont tous deux des facteurs clés de la probabilité que le patient sera guéri. L'évaluation de la propagation de la tumeur est appelée mise en scène, et l'évaluation de l'agressivité des cellules cancéreuses sont appelées classement. Staging des cancers nasaux est effectué par inspection visuelle des tumeurs, peut-être par endoscopie, ou la visualisation des tumeurs par imagerie des techniques telles que les rayons X, IRM ou tomodensitométrie. Le médecin peut également tenter de se sentir pour les tumeurs manuellement.
Cette information sera utilisée pour créer une étape officielle de la tumeur qui est une expression normalisée de combien la tumeur est déjà répandue. Parce que les tumeurs du vestibule nasal et de la cavité sont rares, et parce qu'ils sont composés de tant de types différents, pas un seul système la mise en scène a été définie pour une utilisation avec ces cancers. Les cancers des sinus sont un système de mise en scène défini sur la base du système TNEM, et ce système est souvent utilisé pour décrire les cancers nasaux. T dans le système TNM représente la croissance de la tumeur locale, N décrit la propagation de la tumeur des ganglions lymphatiques et M décrit la propagation, ou la métastase, du cancer à des parties du corps à distance. Le cancer est donné diverses notes numérotées dans chaque catégorie de lettres, et ceux-ci sont utilisés pour créer une étape normalisée. En général, les tumeurs sans envahissement des tissus locaux sont décrits comme au stade I, alors que les tumeurs avec envahissement minime des tissus locaux sont identifiées comme la phase I. La plupart des cancers du nez, jusqu'à 80%, ont déjà propagé à d'autres sites du corps au moment où les symptômes incitent le patient à consulter leur médecin. Ce fait, combiné avec le fait que la zone est anatomiquement complexe et bien construite, il est très important que la première tentative de traitement est bien planifiée. Avec la participation d'une équipe multidisciplinaire et de l'évaluation approfondie du cancer avant le traitement est commencé. Étant donné que les cancers de la cavité nasale et de vestibule comprennent de nombreux types différents de cancers, le traitement variera en fonction du type de cancer concerné, où il est situé, et la mesure dans laquelle elle est déjà répandue. De ce fait, et en raison de la complexité de l'anatomie de la région et une multitude d'autres structures importantes qui peuvent être impliquées dans les étapes ultérieures, le traitement des cancers du nez est très individualisé, sans ligne directrice de pratique standard ferme. Pour la plupart des cancers du nez, le traitement implique l'ablation chirurgicale de la tumeur, suivie de 4 à 5 semaines de traitement par rayonnement. Dans les cancers avancés, la radiothérapie préopératoire peut également être employée. Cependant, étant donné que la radiothérapie est avérée très efficace pour les cancers du nez parce que le rayonnement a de meilleurs résultats esthétiques que l'ablation chirurgicale d'une tumeur. Pour de nombreux cancers nasaux, en particulier les lymphomes des cellules T et esthesioneuroblastoma, le rayonnement sera la première option de traitement. Si le médecin décide d'enlever autant de la tumeur que possible chirurgicalement, la radiothérapie, externe, sera habituellement utilisée pendant 4 à 5 semaines après la chirurgie afin de détruire tous les tissus cancéreux restants. Une exception est le cas de papillomes inversés, par lesquels l'excision chirurgicale seule est habituellement employée. Chirurgie, en raison de la zone anatomique serrée dans laquelle un chirurgien doit travailler, peut également impliquer des techniques plus récentes comme la cryochirurgie, congélation de tissus, ou la chirurgie au laser. Tumeurs initialement traitées soit par radiothérapie ou la chirurgie seule peuvent, si elles reviennent, être traitées par l'option non éprouvée ou en employant à la fois. L'irradiation externe peut être complétée, en particulier dans le cancer du vestibule nasal avancé, par des implants radioactifs internes. En outre, le stade avancé ou cancer du nez récurrent peuvent être traités par la chimiothérapie, impliquant généralement une combinaison de médicaments. Les médicaments sont utilisés en combinaison dans la plupart chimiothérapies parce que des combinaisons de médicaments différents, avec des effets secondaires différents, fournissent l'effet de cancer qui détruit le plus élevé, tout en minimisant le risque d'une réaction indésirable grave à la thérapie. Les combinaisons de médicaments utilisées dans le cancer du nez varient sur le type de cancer, et peuvent inclure une ou l'ensemble des médicaments cisplatine, le fluorouracil, la bléomycine ou le méthotrexate. En outre, les cancers du nez décrits comme au stade II ou I seront probablement traités avec la thérapie de rayonnement préventif de la zone cou, afin de détruire les cellules cancéreuses qui peuvent avoir voyagé dans les ganglions lymphatiques. Bien que les cancers nasaux sont constitués de nombreux types différents de cancers, tous types de cancers nasaux sont considérés comme agressifs. La majorité des cancers du nez, parce que les symptômes imitent les maladies des voies respiratoires supérieures et parce que les symptômes ne se produisent pas souvent jusqu'à ce que le cancer a déjà rempli la cavité nasale et a envahi les tissus environnants, sont déjà à un stade avancé quand un patient cherche de l'aide médicale.
Pour cette raison, et parce que le traitement est difficile en raison de la complexité de la zone anatomique, moins de la moitié des patients atteints de cancer du nez survivent. Si la première tentative de traitement est efficace, et un patient est sans cancer à 2 ans, cependant, les chances d'améliorer grandement. Cancer du nez est inhabituel en ce que, bien que de nombreux patients ont des métastases dans les ganglions lymphatiques ou au-delà, en général dans les poumons. Métastase est généralement pas la raison de la mort d'un patient. La plupart des patients atteints de cancer du nez qui succombent à la maladie meurent d'une invasion de la tumeur dans les zones vitales du cerveau. Les thérapies alternatives et complémentaires. Les thérapies alternatives et complémentaires sont des traitements qui ne sont pas les thérapies de première ligne traditionnelles comme la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Les thérapies complémentaires sont ceux qui sont destinés à compléter les thérapies traditionnelles et ont généralement l'objectif de soulager les symptômes ou d'aider les patients atteints de cancer à faire face à la maladie ou les traitements traditionnels. Les thérapies alternatives sont des traitements non traditionnels qui sont choisis à la place des traitements traditionnels pour tenter de guérir la maladie. Les thérapies alternatives ont généralement pas été prouvées pour être efficaces de la même manière que les médicaments traditionnels sont évalués dans les essais cliniques. Thérapies complémentaires communs qui peuvent être utilisées par les patients atteints de cancer du nez sont l'art-thérapie, massage, la méditation, la visualisation, la musicothérapie, la prière, l'otaki et le yoga ou d'autres formes d'exercice, ce qui réduit l'anxiété et peut augmenter le sentiment d'un patient bien-être. De nombreuses thérapies alternatives existent dans le traitement du cancer, mais aucun n'a été prouvé dans des essais cliniques pour être efficace. Le tril, un produit de graines d'abricot, est probablement l'un des plus connus. Le tril contient une forme de cyanure qui peut être libérée par les enzymes tumorales et peut alors agir pour tuer les cellules cancéreuses. Le tril n'est pas approuvé pour une utilisation aux États-Unis, bien qu'il soit disponible au Mexique. Antinéoplastons sont considérés par certains comme une autre approche alternative à la guérison du cancer. Antinéoplastons sont de petites protéines qui peuvent agir comme des messagers moléculaires et qui peuvent être absents de l'urine et le sang de nombreux patients atteints de cancer. Les promoteurs croient que le remplacement de ces protéines peut avoir des effets bénéfiques. Le ONCI a été incapable de tirer des conclusions définitives quant à l'utilité d'antinéoplastons comme une thérapie, car aucun essai clinique à grande échelle de la thérapie ont été accomplis. Faire face au traitement du cancer. Le traitement des cancers du nez comprend généralement la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Bien que l'utilisation de la chimiothérapie et de la radiothérapie, en plus de la chirurgie, a permis d'améliorer les chances de survie des patients atteints de cancer du nez. Ces deux traitements entraînent inévitablement des dommages à des tissus sains et d'autres effets secondaires indésirables. La fatigue est un effet secondaire très fréquent à la fois à la radiothérapie et la chimiothérapie. Les effets secondaires des traitements actuels se combinent avec l'épuisement naturel des ressources du corps comme il se bat contre la maladie et les conséquences psychologiques normales de la maladie comme la dépression pour faire face à la fatigue d'un aspect très important de traiter avec le traitement du cancer. La meilleure façon de traiter ces symptômes est de réduire les activités stressantes et prendre beaucoup de temps pour permettre au corps de guérir. Il est également important d'essayer de maintenir un régime alimentaire bien équilibré et nutritif, et d'exercer. Les patients doivent éviter autant de stress supplémentaire que possible et limiter les visiteurs, si nécessaire, pour éviter d'être surmenés. Dans le même temps, il est également important pour la santé psychologique pour le patient de poursuivre leurs intérêts autant que possible et éviter de devenir isolé. Le plus gros problème pour ceux qui suivent la radiothérapie est le développement de mal, la peau sèche brûlée dans la zone traitée. Radiation ne fait pas mal pendant le traitement et ne fait pas la personne radioactive. Peau dans la zone de traitement deviendra rouge, obtenir des démangeaisons et des maux, et peut cloquer la peau, devenant douloureuse. Les patients avec juste la peau ou ceux qui ont subi une chimiothérapie antérieure ont un plus grand risque de réaction plus grave. Sécheresse de la peau, des démangeaisons ou des maux est temporaire, mais la peau affectée peut être plus sensible à l'exposition au soleil pour le reste de la durée de vie du patient, donc un bon écran solaire et un chapeau doit être utilisé chaque fois que la peau affectée est exposée à la lumière du soleil. D'autres effets,
spécifiques à la région nasale, peuvent également se produire. Parfois, le mucus très épais est produit qui peut être difficile à tousser. Certains patients deviennent rauques et trouvent qu'il est difficile de manger. Il est important que les patients gardent bien hydratés en buvant beaucoup de liquide et de manger autant de protéines que possible. Si les patients ne peuvent pas manger suffisamment pour maintenir un régime alimentaire riche en protéines, liquides et boissons riches en protéines doivent être consommés. Les patients peuvent être plus sensibles aux infections des voies respiratoires supérieures après le traitement, de sorte que certains médecins prescrivent des antibiotiques préventifs. Si l'alimentation est extrêmement douloureuse, Tylenol peut être consommé dans le lait environ 30 minutes avant un repas pour le soulagement de la douleur. Les patients doivent être préparés pour le fait que les symptômes de la radiothérapie peuvent persister jusqu'à un mois après le dernier traitement. Certains des effets secondaires les plus fréquents de la chimiothérapie comprennent la perte de cheveux, des nausées et des vomissements. La perte de cheveux, alopécie, est une partie difficile de traiter avec le traitement du cancer pour la plupart des patients, en particulier les femmes. Les cheveux peuvent éclaircir progressivement, ou il peut tomber dans les grandes touffes. Pour ralentir le taux de perte de cheveux, d'éviter toutes les sources inutiles de dommages aux cheveux, comme le curling, le brushing, ou des traitements chimiques. Différents patients choisissent différentes façons de faire face à la perte de leurs cheveux. Certains patients peuvent trouver qu'ils sont plus confortables perte de cheveux qu'achètent avec une perruque. Il est une bonne idée de couper une mèche de cheveux avant la perte de cheveux commence dans le cas d'une perruque et plus tard désirée. Certains patients peuvent choisir de rester chauves, ou peuvent vouloir choisir des chapeaux ou des foulards au lieu de perruques. Dans tous les cas, il est important de se rappeler que la perte de cheveux est un signe que le médicament fait son travail, et que la perte de cheveux est temporaire. Cheveux commence généralement la repousse en quelques mois de la fin de la chimiothérapie intensive, même si elle peut venir dans une couleur ou une texture différente de celle du cheveu d'origine. Les nausées et les vomissements sont d'autres effets secondaires assez communs de nombreux médicaments de chimiothérapie. Radiation au cerveau ou le tractus gastro-intestinal peut également provoquer des nausées et des vomissements. Après quelques cours de médicaments de chimiothérapie, certains patients vont devenir nauséeuses juste de penser à un traitement à venir ou de sentir certaines odeurs. Les médicaments qui les nausées et les vomissements combattent peuvent être prescrits, mais souvent ne sont pas efficaces contre les nausées d'anticipation. Si les nausées et les vomissements sont un problème lourd, des repas réguliers doivent être évités en faveur des collations fréquentes composées de lumière, mais les aliments nourrissants comme la soupe. Éviter les odeurs de nourriture et d'autres odeurs fortes peuvent aider. Désensibilisation, l'hypnose, l'imagerie guidée, et les techniques de relaxation peuvent être utilisées si les nausées et les vomissements sont graves. Ces techniques permettent d'identifier les déclencheurs de la nausée et des vomissements, diminution de l'anxiété du patient, et de distraire le patient de penser à tomber malade. Bandes d'acupression, couramment utilisées pour le mal de mer, et l'acupuncture, peuvent également apporter un certain soulagement pour certains patients. Les deux radiothérapies et des traitements de chimiothérapie ont besoin d'un niveau substantiel d'engagement de la part du patient en termes de temps et d'énergie émotionnelle. La peur et l'anxiété sont des facteurs importants à faire face au cancer en général et ses traitements contre le cancer. Les sentiments sont tout à fait normaux. Certains patients trouvent que la concentration sur des activités agréables reposant comme passe-temps, la prière, la méditation ou est utile pour diminuer les émotions négatives. Il est également très important que les patients ont des gens à qui ils peuvent exprimer leurs craintes et d'autres émotions négatives. Les groupes de soutien peuvent aider à fournir un environnement où les craintes peuvent être librement exprimées et comprises. Essais cliniques. Les essais cliniques sont des études dans lesquelles de nouveaux traitements pour les maladies sont évalués chez des patients humains. Les essais cliniques actuels pour les patients atteints d'un cancer du nez se concentrent sur l'ajout d'une chimiothérapie à des traitements les plus courants de la chirurgie et la radiothérapie. Soit avant ou après ces traitements, afin d'améliorer les taux de guérison ou de réduire les effets secondaires de la radiothérapie. Patients atteints de cancer nasaux sont également recrutés pour un essai clinique évaluant une thérapie alternative appelée thérapie tantinéoplaston. La prévention.
Bien que des mutations dans le matériel génétique se produisent fréquemment, la plupart d'entre elles ne se traduisent pas par un cancer. En effet, une réparation de corps en bonne santé. La plupart des erreurs avant qu'un cancer se développe est parce que, si un cancer ne se développe, le système immunitaire d'un corps sain est habituellement détruit. En général, par conséquent, un mode de vie sain qui comprend l'exercice, beaucoup de sommeil, une alimentation riche en fruits et légumes, des examens de santé réguliers et la prévention du stress. Exposition excessive au soleil, l'usage du tabac ou la consommation excessive d'alcool aidera à prévenir la plupart des cancers. Depuis cancers nasaux, en particulier, sont souvent causés par des expositions chimiques. Beaucoup de ces cancers sont évitables en évitant l'inhalation excessive de poussière de bois ou de mélange de produits chimiques et en évitant l'utilisation de tous les produits du tabac. Cancers nasaux résultant de la poussière de bois semble exiger à haute dose, l'exposition à long terme, en particulier pour les feuillus. Un type de cancer du nez semble être associé à un virus et est plus fréquente chez les personnes ayant des antécédents de polypes nasaux. Les gens qui sont diagnostiqués avec des polypes nasaux devraient discuter de leur élimination avec leur médecin et ont des polypes existants vérifier régulièrement afin de détecter un polype malène aussi rapidement que possible. Les patients atteints de cancer du nez peuvent augmenter leurs chances de guérison en faisant en sorte qu'ils voient leur médecin pour tous les rendez-vous de suivi réguliers. Ceci est particulièrement important pour les 2 premières années, alors que la plupart des récurrences de cancer du nez se produisent, mais il est également important de maintenir un suivi plus loin. De nombreux patients atteints de cancer nasal expérimentent d'une seconde tumeur ailleurs dans les voies respiratoires supérieures. Des préoccupations particulières. Un des aspects uniques de la lutte contre le cancer nasal est le fait que l'ablation chirurgicale d'une tumeur nasale peut entraîner une défiguration importante. Les patients qui font face à cet aspect de cancer du nez sont obligés de faire face à la charge émotionnelle importante de la défiguration, en plus des autres ramifications émotionnelles de leur maladie. Les personnes atteintes de la défiguration du visage peuvent être contraintes de faire face à des réactions négatives des autres personnes dans les yeux publics, y compris les dévisagés, chuchotements, des remarques grossières ou les yeux évités et d'autres à éviter toute interaction interpersonnelle. En outre, la perte de l'aspect accoutumé sera connue beaucoup comme un deuil. Les patients seront probablement d'abord se sentir engourdis, alors l'expérience intense, sentiment écrasant de tristesse, la peur et la colère. La période caractérisée par d'intenses émotions, presque insupportables est généralement suivie d'une période de temps où le patient se sent complètement vide, fatigué et apathique. Avec le temps, la plupart des patients viennent à l'acceptation de leur nouvelle réalité et commencent à profiter de vieux amis et des activités encore. Il est important de ne pas attendre les patients dans de telles circonstances, d'accepter immédiatement leur situation ou de supprimer les émotions naturelles qui accompagnent le changement dans leur apparence. Les patients peuvent faciliter le processus en essayant de se concentrer sur un jour à la fois et en trouvant des gens qui peuvent les aider à travailler à travers le processus en écoutant et en acceptant leurs émotions. Il est très important que traitant le patient avec ces changements ont des amis ou des membres de la famille à qui ils peuvent exprimer leurs sentiments de douleur et de colère. Un groupe de soutien pourrait également être utile.